Donc, bonjour à tous. D'abord, merci aux organisateurs, dont André et Marc, pour l'invitation. Et puis, merci à vous d'être présents aujourd'hui pour mon exposé. Donc, je veux parler, donc, comme André a dit, de l'approximation à garantie de performance dans les problèmes d'optimisation multi-objectifs. Donc, après une brève introduction, je vais présenter en particulier les 1 plus epsilon approximations. Et après, je vais parler des applications et des conclusions. Alors, donc nous allons nous concentrer sur des problèmes d'optimisation multi-objectifs, continu discret, dont définition de l'ensemble X des solutions réalisables. Nous avons P fonction objectif, F1, Fp, à minimiser. Donc, ce cadre général contient en particulier le problème d'optimisation combinatoire multi-objectif, appelé MOCO dans la suite, mais également les problèmes d'optimisation, le problème linéaire multi-objectif, appelé MOLP. Okay. Donc, soit Z un ensemble des RP, qui est l'espace objectif, et nous allons définir certaines relations de dominance entre deux points Z et Z' de Z. On va dire que Z domine largement Z' sur chacun des critères Z est au moins aussi bien que Z'. On va dire que Z domine au sens classique Z' si domine au sens large et Z et Z' sont différents. On va dire que Z et Z', donc Z domine strictement Z' si Z est strictement meilleur que Z' sur chacun des critères. Nous allons également définir Y, donc égal f d'x, donc c'est l'ensemble des points réalisables, donc c'est l'image, les images des solutions réalisables dans l'espace des critères. Okay. Nous allons définir plusieurs ensembles non dominés. Donc, dans un premier temps, NDY, alors, on va dire que Y' est non dominé s'il n'existe pas de point Y qui le domine au sens classique. Donc, dans cet exemple, les points Y1, Y2, Y4, Y6 et Y8 sont l'ensemble des points non dominés. On va définir l'ensemble des points faiblement non dominés. On va dire que Y est faiblement non dominé s'il n'existe pas de point d'Y qui le domine au sens strict. Ici, en l'occurrence, à part les points non dominés précédents, on va ajouter le point Y3 et Y10. On va définir la notion d'ensemble non dominé sous-porté. Donc, grosso modo, Y' est un point non dominé non sous-porté s'il est l'optimum d'une somme pondérée par rapport au vecteur lambda strictement positif. Donc ici, dans cet exemple, on peut voir les points non sous-portés comme étant tous les points Y1, donc sauf Y2, les points efficaces sauf Y2. Pourquoi? Donc, si vous regardez l'enveloppe convexe, là, vous pouvez récupérer Y1, Y4, Y6 et Y8. Un point est non dominé, non supporté, s'il est non dominé et il n'est pas supporté. En l'occurrence, ici, c'est le point Y2. Okay. Alors, quel est l'objectif? Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement résoudre un problème d'optimisation multicritère? Donc, déterminer l'ensemble des points non dominés et fournir pour chacun des points une solution efficace correspondante. Alors, nous rencontrons 3 difficultés principales lorsqu'on attaque ce problème. La première est appelée intractabilité dans la littérature. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le fait que l'ensemble des points non dominés est grand, est très grand. Il est évident infini dans le cas de problèmes continus, des types MOL par exemple, ou d'état exponentiel dans les cas des problèmes MOCO, d'optimisation combinatoire, dont il sera impossible de fournir un algorithme polynomial vu que la sortie elle-même elle est exponentielle. Donc pour illustrer cet état exponentiel, on a pris l'exemple des problèmes short space biobjectif, mais on aurait pu prendre n'importe quel exemple d'un problème classique d'optimisation combinatoire. Donc on a pris cet exemple avec 2 fonctions, coût et temps, et dans ce graphe-là, vous voyez, donc on a n sommets, on a des arcs parallèles de VI à VI plus 1, où les évaluations sont du type 2 puissance I-1, 0, ou 0 2 puissance I-1. Et ce qu'on peut voir, que si pour n'importe quel chemin de V1 à Vn, si on calcule sa valeur sur F1 plus sa valeur sur F2, on trouve une valeur qui est fixe. Donc plus précisément, pour tout chemin de V1 à V2, à Vn,
lorsqu'on passe de VI à VI plus 1, qu'on prend l'arc en haut ou l'arc en bas, à chaque fois, on ajoute 2 puissance I moins 1 à la somme des deux de F1 plus F2. De plus, on peut voir que deux chemins différents vont avoir des évaluations différentes sur F1, parce que ça correspond à la décomposition d'un chemin en base 2. Donc, conclusion, on voit que tous les 2 puissance n-1 chemins possibles de vers Vn sont tous efficaces et ils se trouvent sur cette ligne droite, d'accord, qui correspond à F1 plus F2 égale 2 puissance n-1 moins 1. Ok, donc ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté est due au test dominance. Donc on définit le problème d'Ohm, qui est le suivant, étant donné un problème multicritère défini sur un ensemble X des solutions réalisables, P objectif et les bornes B1, BP. La question est, existe-t-il une solution réalisable qui a la propriété qui est inférieure, dont sa valeur sur chacun des critères est inférieure à la BJ? Et au cas où la réponse est oui, fournir une telle solution. Alors, ce problème est facile dans les cas des problèmes linéaires, multi-objectifs, car correspond à résoudre X, donc un ensemble de contraintes linéaires auxquelles on ajoute encore P contraintes linéaires correspondantes à ces contraintes-là. Par contre, DOM est un peu difficile pour la plupart des problèmes combinatoires, multi-objectifs, et même pour deux critères. Donc, cela a été montré il y a très très longtemps par Serafini pour la plupart des problèmes combinatoires. Une troisième difficulté vient du fait qu'il existe des points non dominés non supportés. Donc, les points non dominés non supportés sont en général beaucoup plus difficiles à obtenir que les points supportés. Donc, il est clair que ce point n'existe pas dans le cas des problèmes MALP, mais dans les cas des problèmes MOCO, cet ensemble donc non dominé non supporté peut être beaucoup plus grand que l'ensemble de non dominé supporté. On a pris l'exemple ici du visé étal sous le problème du bi-objectif sac à dos, où vous pouvez voir que plus le nombre des items augmente, le nombre d'insupportés augmente d'une manière significative. Alors, malgré les trois difficultés, dont il existe quelques approches générales pour traiter ces problèmes, on a identifié trois, dont les approches exactes qui garantissent la qualité de la solution retournée, mais aucune garantie de temps de calcul. Et dans la plupart des cas, les approches sont exponentielles car sont basées sur une énumération implicite de l'ensemble des solutions. Voilà, ces types d'approches sont Brecht-Bound et la programmation dynamique. Et donc, en conclusion, on ne peut traiter que des instances de petite taille ou moyenne taille. On a également les approches métaheuristiques ou évolutionnaires. On n'a aucune garantie de la qualité de la solution retournée et aucune garantie sur le temps de calcul. Néanmoins, elles sont efficaces en pratique. Alors, les approches de type approximation, on a une garantie a priori de la qualité de la solution retournée, mais on a aussi une garantie du temps de calcul. Par contre, c'est une approche qui est principalement théorique, avec quelques applications qu'on va voir en fin d'exposé, dont des algorithmes efficaces et représentations concises de l'ensemble des points non dominés. Ok. Donc, on va parler ensuite de quelques idées en approximation multi-objectif. Alors, les buts est approximer les points rouges, que vous ne voyez pas trop, mais en gros, c'est la frontière tout à gauche, les points rouges qui sont là, ou les points non dominés, par les rectangles, par les triangles bleus, avec la propriété que ces triangles bleus couvrent tous les points non dominés. On a représenté ici, par exemple, pour ce triangle, dans cette partie, l'ensemble des points que ce triangle couvre. On va parler maintenant de la notion de alpha-approximation. On va dire que P alpha est une alpha-approximation si pour toute solution non dominée Y, il existe un point Y' dans l'ensemble P alpha, tel que Y' sur alpha domine Y. Okay. Évidemment, on considère l'approximation alpha telle qu'alpha est toujours supérieur à 1. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut voir alpha comme étant un seuil d'indifférence ou tolérance, et les cas qui nous intéressent dans la suite de l'exposé,
qui sont les plus intéressants sont les cas où alpha est très petit, donc il est type 1 plus epsilon pour toute epsilon supérieure ou égale à 0. Et dans ce cas-là, on parle d'1 plus epsilon approximation. Donc, étant donné un problème multi-objectif, on va appeler un algorithme d'alpha approximation en temps polynomial si pour toute instance du problème, il fournit une solution en alpha approximation. Donc, si alpha est type 1 plus epsilon, on va parler de schéma d'approximation en temps polynomial, ou appelé dans la littérature Polynomial Time Approximation Scheme, ou PTS. Donc, si de plus le temps de calcul est polynomial aussi à 1 sur epsilon, on va appeler ça FPTS, ou Fully Polynomial Time Approximation Scheme, ou en français, schéma d'approximation en temps complètement polynomial. Et donc, il faut remarquer qu'un FPTS, c'est le mieux qu'on peut espérer pour un algorithme d'approximation. Alors, on va introduire la notion de alpha-dominance, la relation d'alpha-dominance. Pour cela, dans un premier temps, je vais présenter ici l'ensemble des points qui sont dominés par Y. Et dans cette partie, l'ensemble des points qui sont epsilon dominés par Y. Donc, plus précisément, Y epsilon domine Y' si, lorsqu'on divise Y par 1 plus epsilon, est inférieur ou égal à Y'. Cette relation de dominance peut être écrite comme étant l'union d'une partie symétrique et d'une partie asymétrique. On va dire que Y est indifférent à Y' si Y epsilon domine Y' et Y' epsilon domine Y. Donc plus précisément, dans ce hyperrectangle, on a représenté l'ensemble de tous les points qui sont epsilon dominés par Y. On va dire que Y epsilon domine Y' de manière asymétrique, ou strictement domine Y', si Y epsilon domine Y', mais Y' ne domine pas epsilon, Y, epsilon pas domine Y. Et donc dans cette partie-là, on peut voir l'ensemble des points qui sont dominés de manière stricte par Y. Alors qu'est-ce qu'on peut dire que la partie symétrique est non transitive, même pour P égale 1, que la partie asymétrique n'est pas transitive, même pour P égale 2, à partir de P égale 2. Donc c'est là on peut le voir rapidement sur ce petit exemple où Y1 domine, epsilon domine strictement Y2, Y2 epsilon domine strictement Y3, mais Y1 ne domine pas strictement, epsilon ne domine pas strictement Y3. Cette partie asymétrique peut contenir des cycles à partir de P égale 3, et comme on appelait weakly, donc transitive, faiblement transitive, c'est-à-dire que la composition de la epsilon dominance avec la dominance nous donne une relation d'epsilon dominance. Alors, on revient aux 1 plus epsilon approximation, donc encore une fois, donc P epsilon est une 1 plus epsilon approximation de l'ensemble non dominé, ou appelée également epsilon Pareto 7, si pour tout point non dominé, Y, il existe un point Y' dans la P epsilon, tel que Y' epsilon domine Y. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On regarde que P epsilon peut contenir des points dominés et qu'on a plusieurs 1 plus epsilon approximations possibles, en l'occurrence Y, NDY et d'autres sur ensemble, mais il y en a certains de taille beaucoup plus petite que NDY. Et c'est à cela qu'on va s'intéresser. Alors, une petite remarque, si on a un P epsilon, une plus epsilon approximation, et si P epsilon contient deux points Y et Y' qui se dominent, d'accord, donc Y domine Y', alors on peut tout simplement enlever Y' de l'ensemble P epsilon, tout en gardant la propriété d'un plus epsilon approximation. On peut voir ça assez facilement. Si Y' est un point qui était epsilon dominé par Y, le point qu'on veut enlever, alors on a la chaîne Y domine Y', qui epsilon domine Y seconde, donc en fait, en enlevant Y', on peut être tranquille parce que Y couvrira Y seconde. Ok. On va considérer aussi des 1 plus epsilon approximations, dont 100 points dominés, qui sont appelés des 1 plus epsilon approximations réduites. On peut remarquer que cette propriété n'est pas valide dans le cas où Y epsilon domine Y', d'accord? Donc on ne pourrait pas enlever Y' pour garder toujours la propriété d'un plus epsilon dominance. Alors, le résultat majeur qui existe dans la littérature,
qui, je pense, a fait travailler beaucoup de personnes sur l'approximation multicritère et les résultats de Papadimitri Yannakakis de 2000, qui a montré que tout problème multicritère, pour tout epsilon, il existe une I plus epsilon approximation qui est de taille polynomiale dans la taille d'entrée et 1 sur epsilon lorsque le nombre des critères est constant, P est constant. Alors, quelle est l'idée de ces résultats? L'idée est de considérer une grille multiplicative à un facteur 1 plus epsilon qui couvre l'ensemble des points Y. On considère Vmax, grosso modo, la valeur maximum qu'une solution peut prendre sur un critère, avec Vmax borné par un 2 puissance un polynôme de la taille d'entrée, et U, ça va être le plus petit entier qui est tel qu'un plus epsilon puissance U supérieur à la Vmax. Donc, grosso modo, U est de l'ordre de 1 sur epsilon log Vmax. Donc, combien d'hyperrectangles nous allons avoir? Un nombre polynomial, parce que c'est 1 sur epsilon log de Vmax puissance P. Et donc, l'idée est de sélectionner un point dans chaque boîte qu'on voit, dans chaque hyperrectangle, ce qui fait qu'on va avoir un 1 plus epsilon approximation de taille polynomiale. Alors, comment on construit ces 1 plus epsilon approximations en temps polynomial? Donc, pour cela, nous allons définir une routine générique approchée, DOM delta, B delta, donc qui est appelé gap delta dans le papier de Papadimitri Yannakakis, donc qui est défini ainsi. Donc, DOM B delta, soit il fournit une solution Y telle que Y satisfait la contrainte, donc telle que Y est inférieur à la B, d'accord? Voilà, donc on fournit une solution là, ou répond non s'il n'y a pas de solution dans la partie grise. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'on a une instance où il n'y a pas de solution dans la partie grise, mais on a des solutions potentielles ici, cette procédure peut nous retourner à la fois la réponse non, mais également une solution qui est là. Donc, évidemment, DOM delta égale 0 répond au test de dominance qu'on a vu précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que pour un problème multicritère, si on peut résoudre DOM 0 en temps polynomial, alors on a un plus epsilon approximation de taille polynomiale. Alors, comment on peut voir ça assez rapidement? On construit une grille comme précédemment et on appelle DOM 0 dans chaque coin de la grille. Et on récupère l'ensemble des points non dominés qui peut être réduit si on veut. Et on prétend que ce qu'on obtient, c'est 1 plus epsilon approximation de taille polynomiale. Qui est d'état polynomial, on l'a vu précédemment, mais maintenant, comment on justifie qu'il y ait une plus epsilon approximation? On considère un point Y qui est non dominé, qui devrait être 1 plus epsilon approché. Donc Y appartient forcément dans une boîte B, on note par U le coin supérieur de la boîte B, et on fait un appel à DOM 0 par rapport à ce point. Donc, comme Y appartient dans cette boîte, DOM U va forcément nous répondre oui, et il va fournir un point Y qui domine U. Donc, comme U epsilon domine Y, on obtient un point qui domine U, qui epsilon domine Y, pardon. Okay. Alors, des procédures DOM en temps polynomial ne sont pas disponibles pour la plupart des problèmes MOCO. Non, parce que tester la dominance, c'est un peu difficile, comme on a vu précédemment. Par contre, cette procédure est disponible en temps polynomial pour la plupart des problèmes MOLP. Donc, c'est-à-dire que pour ce type de problème, il existe un plus epsilon approximation. En plus, en temps fully polynomial. Alors, un résultat central du Papadimitri Yannakakis, et en plus, est que si, donc, pour un problème multicritère, une routine DOM delta existe en temps polynomial, si et seulement si, on peut construire des 1 plus epsilon approximations en temps polynomial, un I à 1 sur epsilon. Alors, pareil, comment on peut justifier ça rapidement? On construit, dans un sens, donc, si on dispose de DOM delta, pour tout delta, comment on construit 1 plus epsilon approximation? On construit une grille, mais avec un rapport de 1 plus, un facteur de 1 plus delta, qui est cette fois-ci racine de 1 plus epsilon. Et on appelle DOM delta dans chaque des coins de la grille. On prétend que l'ensemble des points retournés est une 1 plus epsilon approximation. Pourquoi? On considère un point non dominé qui doit être 1 plus epsilon approché. Donc Y appartient dans une boîte B.
On considère la boîte B', dont le coin inférieur correspond au coin supérieur de B. Et on va appeler U' le coin supérieur de B'. Et on va appeler DOM sur U'. Donc celui-là, il va forcément répondre oui, car Y ne fait pas partie de la partie grise, et qui va nous fournir un point Y' qui domine U'. Donc, utilisant la composition de deux relations, on obtient que Y' epsilon domine Y. Dans l'autre sens, donc, qu'est-ce que ça veut dire dans l'autre sens? C'est-à-dire qu'on dispose d'une 1 plus epsilon approximation pour tout epsilon, et on veut répondre à DOM delta. Donc, on se fixe delta, et on va calculer une epsilon Pareto 7, mais avec epsilon égale delta. Alors, comment on va répondre à DOM delta B? On va répondre en vérifiant si il existe un point Y' qui appartient à P delta. Donc s'il existe un tel point, donc s'il existe un point Y' qui appartient à P delta qui domine B, on va répondre oui et retourner Y'. Par contre, si il n'y a pas de point, on va répondre non. D'accord? Alors pourquoi la réponse est correcte? Donc, on va supposer, par absurde, qu'il existe un point Y qui fait partie de la partie grise, donc ça veut dire que Y domine B sur 1 plus delta. Donc, c'est-à-dire aussi que comme P delta est une delta approximation, Y va être représenté par Y seconde. Donc, c'est-à-dire Y seconde inférieur à 1 plus delta Y. Donc, Y seconde est meilleur que B. Donc, on arrive à une contradiction, d'accord? Donc, ce qui fait que la chaîne des suppositions est fausse. Okay. Alors, donc des routines DOM delta en temps polynomial avec delta supérieur à 0 sont disponibles pour la plupart des problèmes classiques, spanning tree, shortest path, et dont ces problèmes admettent des FPTS. Mais la plupart de ces FPTS, elles ne sont pas très efficaces, et il existe dans la littérature des FPTS plus efficaces, mais qui prennent en compte la structure du problème. Okay. Dans la suite, je parlais des M plus epsilon approximations de taille minimale. Alors, donc, quels sont les types de problèmes qu'on se pose? Donc, étant donné une epsilon, trouver une M plus epsilon approximation de taille minimale, ou le problème un petit peu dual, c'est étant donné un entier K, trouver le plus petit epsilon, pour lequel il existe une plus epsilon approximation avec K point. Alors, des résultats positifs existent en gros que pour P égale 2, donc pour le cas biobjectif. Et pour cela, on va définir une routine générique qui s'appelle restrict delta, F1, F2 inférieur à B, qui va nous fournir, donc ici, on va fixer la contrainte F2 inférieur à B, qui va nous fournir en fait un point Y qui satisfait la contrainte sur F2 et qui est en plus delta près de la solution optimale, ou va nous dire tout simplement non, il n'existe pas de point qui satisfait la contrainte sur le deuxième critère. On va appeler opt epsilon une plus epsilon approximation de taille minimale, enfin la taille d'une une plus epsilon approximation de taille minimale. Alors, il existe un résultat de Diakonicolas et Anakakis de 2009 qui dit en gros que si on dispose d'un restrict delta pour delta égale 0 en temps polynomial pour les deux objectifs, alors on peut déterminer une plus epsilon approximation de taille optimale. Donc, ces résultats s'appliquent pour les problèmes type MOLP, MIN4 par exemple. Alors comment ça marche rapidement? C'est un algorithme qui est assez facile. Donc on calcule dans un premier temps F1 min, donc en faisant un restrict sous la valeur max sur F2. Et on calcule Y1, le point le plus bas qui n'est pas couvert. Donc dans la partie grise, il n'y a pas de point. D'accord? Okay. Et on va mettre dans un premier temps une borne où on va chercher des points qui vont couvrir éventuellement Y1. Donc, on va faire restrict F1, F2 inférieur à 1 plus epsilon Y2. Donc, on va nous trouver un point Z1 qui est le plus à gauche, qui peut couvrir Y1. Et on va faire encore un petit restrict pour trouver le point non dominé le plus bas. Voilà. Donc là, ce point Z1, il va faire partie de cette 1 plus epsilon approximation de taille minimale. Et donc là, en fait, on a délimité l'ensemble des points qui sont couverts par zeta. Donc c'est là, cette partie-là, c'est l'ensemble des points qui sont couverts
par ZA. Donc toute cette partie doit être encore couverte. Donc, et en fait, on continue. En fait. On retrouve un point Y2, qui est le point le plus bas qui n'est pas couvert, et on continue. On calcule la borne, Z2, et ensuite. D'accord? Jusqu'au moment où on arrive à dépasser f min. Donc ainsi, Z1, Z4, c'est une implicite sur approximation de taille minimale. Alors, dans la suite, on va voir deux types d'approximations. Donc évidemment, on cherche une implicite sur approximation de la frontière de Pareto, mais on va avoir une approximation sous la taille minimale de cette implicite sur approximation. Donc, alors, Vasilevski et Papadimitriou ont obtenu un résultat très intéressant en 2005, qui dit grosso modo que si votre problème admet un algorithme pour DOM delta, alors on peut trouver une implicite sur approximation à 3 près de celle minimale dans un temps qui est la taille de celle optimale fois log Vmax sur epsilon. Donc si DOM delta, grosso modo, est réalisable en temps fpts, donc vous pouvez faire ça en temps fpts. Un résultat un peu plus fort, donc Diakonikolas et Yanakakis, qui suppose que restrict delta pour delta égale 0, supérieur à 0 est disponible pour les deux critères, implique qu'on peut calculer même une plus epsilon approximation à 2 près de l'optimum dans ce cas-là, dans le temps qui est l'ordre de optimum epsilon. Donc, ces derniers résultats s'appliquent pour plus court chemin parce qu'il y a quelques résultats qui existent dans la littérature, donc ce qui implique qu'il y a des FPTS de taille au plus 2 optimum, ou pour minimum spanning tree, où on a cet algorithme de Hassan et Levin qui nous permet d'obtenir des schémas un petit peu entre les PTS et FPTS, donc des EPTS, donc qui sont exponentiels en epsilon, mais quand même polynomiales en n, dans la taille de l'instance, pardon, et donc, du coup, on a des EPTS de taille 2 fois optimum pour min spanning tree. Mais par contre, on a quand même des FPTS de taille 3 fois optimum, ou plus, pour bi-objective spanning tree. OK. Alors, d'un point de vue application, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut dire que les algorithmes d'approximation c'est en général une appellation théorique qui n'amène pas en général des algorithmes efficaces en pratique, mais quelquefois c'est possible si on fait attention à éviter certains calculs sans perdre de temps de point de vue théorique, mais en espérant de gagner du point de vue pratique. Alors en particulier, ça correspond en général aux FPTS qui sont basés sur la programmation dynamique. Cela amène à des FPTS très efficaces en pratique. Donc, juste pour vous donner un exemple, pour le problème sac à dos, 3 objectifs avec une erreur epsilon de 10%. Donc, si vous regardez la dernière ligne, on a 110 objets. Donc, à peu près dans une heure, on trouve un ensemble non dominé qui est à peu près 6400 points. Par contre, de manière exacte, et si on utilise les méthodes approchées, à peu près dans 9 minutes, on trouve un ensemble qui approche cet ensemble non dominé avec 100 points. Alors, on va parler maintenant de la représentation des points non dominés. Donc, la principale difficulté, c'est la taille grande de l'ensemble non dominé. Donc, qui est un problème à la fois d'un point de vue temps, mais aussi d'un point de vue décideur, qui se voit fournir un ensemble trop grand de décisions dans lesquelles il doit prendre quand même une décision ou quelques décisions à la fin. Donc, le but, c'est quand même de trouver un ensemble R des points qui représente qui donne une bonne représentation de l'ensemble des points non dominés, qui soit à la fois tractable par ordinateur, mais aussi pour le décideur. Alors, Sahin, en 2000, a défini plusieurs mesures de la qualité de représentation discrète, dont ces mesures sont la couverture, donc, qui dit quoi exactement? Que tout point non dominé doit être représenté ou couvert par un point d'un R, l'écartement, la non-redondance, qui dit en gros que tout point d'un R doit être suffisamment espacé, et la cardinalité, qui dit grosso modo que l'ensemble R doit être de taille la plus petite possible.
Comment implémenter l'espacement et la couverture? Donc, il y a des visions géométriques basées sur les distances. Donc, évidemment, quand on parle de la couverture, on parle des distances entre les points non dominés et les points de la représentation, ou juste des points de la représentation dans le cadre de l'écartement. Mais aussi, il y a des visions basées sur la préférence, en l'occurrence, sur la epsilon dominance, où on va dire que Y couvre Y', si Y, epsilon domine Y'. Et on va dire que Y et Y' sont suffisamment espacés si Y, epsilon prime ne domine pas Y seconde, et dans l'autre sens, Y seconde, epsilon prime ne domine pas Y. Et où epsilon et epsilon prime sont des tolérances telles que epsilon supérieur égal à epsilon prime. Et dans ce cas-là, on va appeler ces types des solutions des epsilon prime kernel, des tailles minimales, parce qu'on avait le critère minimal également, la mesure de minimalité à satisfaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en fait intuitivement? L'écartement et la couverture sont deux critères qui sont conflictuels parce que dans la couverture, on a envie d'avoir beaucoup de points pour couvrir tous les points non dominés, mais dans l'écartement, on a envie d'avoir peu de points pour qu'elle soit quand même assez écartée. Par contre, donc, la cardinalité et l'espacement vont un petit peu dans le même sens, d'accord? Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que pour P égale 2, en fait, l'espacement et la cardinalité vont vraiment dans le même sens parce qu'on s'est rendu compte que parmi les 1 plus epsilon approximations de taille minimale qu'on peut construire, il y a toujours des epsilon kernel. D'accord? Et par contre, à partir de P égale 3, les deux critères sont conflictuels. Alors, juste pour retourner rapidement à notre algorithme qui nous fournissait une 1 plus epsilon approximation de taille minimale, donc, en fait, vous vous rappelez, on avait l'ensemble Z1, ZP. Alors, on remarque, donc on peut faire en fait, on peut remarquer que les points qu'on a construits sont naturellement espacés sur le critère F1, parce qu'à chaque fois, on avait fait attention qu'on satisfait cette propriété, mais par contre, sur F2, cette propriété n'est pas forcément satisfaite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir ces points dans l'autre sens, et on va essayer de satisfaire cette propriété sur F2. Donc là, en fait, on voit que le point Z4 est loin des Z3. Par contre, Z3, epsilon domine Z2. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un point Z2 un peu plus bas pour quand même couvrir les points qui étaient dans cette zone-là, couvertes par Z2 précédent. Voilà, et on continue. Là, en l'occurrence, sur cet exemple, on voit que Z2, epsilon prime, ne domine pas Z1. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut construire aussi cet epsilon kernel. Dans le cadre d'une instance de problème d'affectation biobjectif avec 100 x 100, de taille 100 x 100, avec des coûts générés aléatoirement indépendants et de manière uniforme dans cet intervalle, on peut voir que pour epsilon égale 0, on a obtenu une solution qui est, c'est-à-dire de manière exacte, on a obtenu une solution avec 950 points à peu près, dans 10 minutes. Par contre, si on a une erreur de 10%, on va obtenir dans 20 minutes à peu près 20 points. D'accord? Donc on voit ici en fait la représentation de l'ensemble non dominé et de l'approximation. Donc en conclusion, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que finalement, donc, les méthodes approchées, c'est des méthodes qui sont entre les méthodes exactes et les méthodes évolutionnaires, météoristiques. Sont basées sur des cadres théoriques solides, la théorie de l'approximation, et dont les principales caractéristiques sont qu'ils fournissent des garanties a priori, à la fois sur la qualité de l'approximation fournie, mais également sur le temps de calcul, au pire cas. Et je pense que le critère 1 est beaucoup plus important que le critère 2, car en fait, on peut un peu relaxer le critère 2 pour obtenir des solutions meilleures en pratique. Voilà. Merci de votre attention à me dire. Merci de votre présence à mon exposé. Si vous avez des questions, je suis prête à répondre, évidemment.